Bonjour à tous, sommes le vendredi 21 août et pour clôturer la semaine, nous allons commencer avec un sujet sur notre bonne vieille Ligue 1. Est-ce qu'elle est surcotée? Est-ce qu'elle est sous-cotée? Est-ce qu'elle est décevante? À quoi il faut s'attendre cette année? Nous parlerons notamment d'un passage de Clément Grenier dans le journal L'Équipe. On peut douter de son objectivité, mais ça nous permettra d'entamer le débat. Ensuite, pour illustrer la vidéo, vous avez vu un maillot de l'AS Monaco. Pourquoi? Eh bien parce que le deuxième sujet sera justement sur les Monégasques, mais cette fois, on ne parlera pas de Ligue 1, mais de barrage de Ligue Conférence. Ensuite, on évoquera la situation de Dizazi, qui fait partie des joueurs prêtés éternellement par Chelsea. On parlera de Konza du côté d'Arsenal. Et enfin, on clôturera le journal avec Goretzka, le fameux milieu allemand qui est encore, et oui, encore libre de tout contrat. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Est-ce que la Ligue 1 est si nulle que ça? Clément Grenier a donné son avis et c'est un ancien joueur du championnat, mais surtout, c'est aujourd'hui un consultant pour Ligue 1+, c'est donc un employé de la Ligue, son métier est donc de commenter la Ligue 1, on peut douter de son objectivité, mais je trouve quand même intéressant de revenir sur certains de ses propos. Il s'est exprimé dans le journal L'Équipe et l'interview a comme accroche la formation et c'est logique, c'est effectivement notre grande force et d'ailleurs, dans les joueurs que cite Clément Grenier à suivre sur cette saison, il évoque Gagnou, le Lensois, formé au RC Lens et je fais partie des grands fans du joueur, je vous en avais parlé lors de sa prolongation, je ne peux que le rejoindre là-dessus, mais de toute façon, si tu parles pas de formation en Ligue 1, tu vas parler de quoi? Parce que c'est un petit peu ça le sujet. Quand on lui parle des difficultés économiques de la Ligue 1, il va nous dire certes les clubs sont un peu en difficulté, mais ils parviennent à trouver des solutions pour pouvoir se renforcer. Alors un peu en difficulté, c'est l'euphémisme du siècle et quand il parle de clubs qui parviennent à trouver des solutions, il va nous évoquer Lorient. Je suis désolé Clément Grenier, mais ici, je ne suis pas pleinement convaincu. J'ai surtout l'impression qu'on est en train de devenir des crèves la dalle en termes de budget. Il apprécie aussi Bruno Genesio du côté de l'Olympique de Marseille et je le rejoins. C'est un technicien français que j'aime bien et ça fait plaisir de voir des entraîneurs français talentueux qui plus est à la tête d'un projet qui ne laisse pas indifférent parce que l'Olympique de Marseille, c'est un monument du football français. Mais au cours de ce mercato, on peut pas quand même dire que c'est le moment le plus enthousiasmant pour Marseille. Paradoxalement, je pense que la saison de Marseille sera meilleure que ce que redoutent pas mal de personnes, mais c'est pas le mercato le plus hypant. Et puis il y a une petite mention de Lens, une petite mention de Mika Rots, une petite mention de Lucas Digne. Ça reste quand même drôlement chiche comme défense de la Ligue 1 à mon goût. Alors est-ce qu'on est en train de devenir un championnat de seconde zone? Ben économiquement, c'est incontestable en fait. Déjà, j'ai trouvé l'expression Big Five assez ridicule dans le passé, mais aujourd'hui, elle n'a absolument aucun sens quand on parle des championnats. Enfin, on dit pas Big Five pour les championnats, on dit les 5 grands championnats, excusez-moi, mais c'est tout aussi ridicule, parce qu'en fait, il y a 4 grands championnats, et encore, aujourd'hui, c'est tellement tout sauf uniforme qu'on pourrait revenir sur cette formulation, mais ce que je veux dire, c'est que la Première Ligue, la Liga, la Serie A et la Bundesliga, c'est aujourd'hui loin devant la Ligue 1. Effectivement, on crève la dalle financièrement, on a certes une bonne formation, mais finalement, quand on parle de Gagnou, c'est assez représentatif. On va avoir un mec qui va briller à son niveau pendant 2 ans en Ligue 1, et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Il va partir à l'étranger, et encore Gagnou, ça fait partie des talents que j'estime qu'on protège bien, qui restent longtemps dans le championnat français, mais souvent on a des joueurs talentueux mais qui font entre 6 et 24 mois en Ligue 1. J'en viens à être content quand le Paris Saint-Germain les recrute parce que je me dis qu'au moins ils sortent pas du championnat français. Alors si le salut du championnat français c'est que nos grands talents partent tous au Paris Saint-Germain, je peux l'entendre, hein, mais du coup c'est plus cool pour le PSG que pour la Ligue 1 en elle-même. Je le redis, on devient un championnat de seconde zone. Ça n'empêche pas de l'apprécier, mais il faut le reconnaître. Le bourbier monégasque, sérieusement, les barrages de Ligue Conférence, pour moi, ça revient à un match de Coupe de France où tu joues contre un club qui est quasiment amateur. J'exagère, mais en même temps, il faut quand même dire que si on prend la valorisation de Balogun, l'attaquant monégasque, il vaut quasiment 2 fois tout l'effectif de ton adversaire au cours de la rencontre. C'est pas une exagération, hein, j'ai fait les calculs. Alors, pour autant, c'est pas un match facile, c'est pas un match gagné d'avance, c'est peut-être ça le pire, parce que c'est comme en Coupe de France, tu
joues sur des terrains absolument dégueulasses, parce que franchement, fallait voir le terrain. Tu joues contre un adversaire qui va jouer sa vie et l'accident peut vite arriver. En plus, Monaco se présentait sans certains cadres, mais heureusement, les Monégasques ont fait le taf. C'est une victoire avec un petit but d'avance pour ce barrage de Ligue Conférence. Voici les compos qui étaient alignés. Lamine Camara, véritable patron au milieu de terrain, le jeune Sénégalais est définitivement la pépite de l'effectif. Le but, mais aussi omniprésent. Moi, ma grande peur, c'est qu'il se casse au cours du mercato estival. Il y a beaucoup de rumeurs, mais en tout cas, lui, il arrive à faire le taf sur le terrain, même quand il y a des rumeurs. J'ai également apprécié la prestation de Zakaria, et on va beaucoup parler des attaquants monégasques, parce que ça a été un match prolifique en but. On a Brummer qui a réussi à marquer du haut de ses 19 ans de mémoire. Il est tout jeune, mais il faut quand même remercier la défense d'en face qui a guère été rassurante. Et ta défense non plus n'a pas été impériale. Finalement, de ce Monaco, moi, j'attends beaucoup du nouvel entraîneur parce que c'est un peu l'attraction. J'ai bien aimé ses commentaires d'après-match où il a quand même mis en avant quelques défauts de son équipe, le fait qu'ils ont laissé beaucoup d'espace, mais c'était pas en mode apitoiement, c'était pas en mode responsabilisation des joueurs, c'était plus en mode constat lucide, vision sur les travaux qui restent à effectuer. Et franchement, j'en ai eu une bonne image. Donc j'espère que Monaco va briller dans cette Ligue Conférence parce que franchement, Monaco, normalement, ça se destine peut-être à la Champions League, peut-être à la Ligue Europa, mais à mieux que la Ligue Conférence, donc il y a intérêt à avoir des résultats. La carrière de Disasi, tout le monde s'en fout, mais je vais quand même vous en parler parce qu'elle prend une direction qui est tragique ou comique suivant les commentaires, mais surtout, ce dernier mouvement en termes de prêt n'est pas complètement inintéressant. On l'annonce du côté de Crystal Palace, il y a un accord entre le club de Première Ligue et l'autre club de Première Ligue où il est sous contrat, à savoir Chelsea, mais il fait partie de la team Briquet à Chelsea. Vous allez me dire, qu'est-ce que la team Briquet? Non, il n'a pas la capacité à allumer le feu et à mettre l'ambiance dans le stade, c'est plutôt comme un briquet. Il est prêté à chaque soirée à tel point qu'on oublie à qui il appartient parce que oui, il est sous contrat à Chelsea, mais il s'est retrouvé prêté à Aston Villa, il s'est retrouvé prêté à West Ham, il va désormais se retrouver prêté à Crystal Palace. Il a un contrat jusqu'en 2029, il faut bien l'occuper et en plus il y a désormais Maxence Lacroix qui débarque du côté de Chelsea et il y a donc encore moins de place pour Disasi. Vous allez me dire pourquoi recruter Lacroix quand on a Disasi sous contrat? Eh bien tout simplement parce que les mecs de Chelsea ils regardent les matchs et j'ai rien contre Disasi, mais il faut avouer que même si c'est un joueur qui pourra faire des choses intéressantes à Palace, qui peut se relancer, il a 28 ans, ça n'a pas le niveau pour être un titulaire à Chelsea, c'est pas une équipe où c'est simple de s'imposer, il y a une grosse concurrence, il y a beaucoup de joueurs qui ont à peu près le même niveau, t'as du mal à dégager un taulier, bref, pour réussir à te relancer à Chelsea, il faut se lever tôt, et pour Disasi, la marche elle est trop haute, donc Crystal Palace, ça peut être une belle opportunité, reste à avoir l'accord du joueur, mais ça semble bien se mettre en place. Il vient en tant que remplaçant, mais il sera probablement titulaire. Je parle d'Ezri Konsa, la nouvelle recrue d'Arsenal, et les Gunners avaient bien besoin de lui, étant donné qu'en charnière centrale, il y a beaucoup de sujets de préoccupation. Saliba est annoncé out pour quelques mois à cause de sa situation médicale, et au-delà du cas de l'international français, on sait que du côté des Gunners, il y a quand même une certaine fragilité chez les défenseurs centraux qui fait que le recrutement de Konsa, il peut s'avérer utile. Et tu mets l'argent pour ça, parce que c'est pas donné. Fabrizio Romano nous annonce 50 millions de livres plus des bonus, donc en gros ça ferait quasiment 60 millions d'euros pour la partie fixe, et il faut quand même parler d'Aston Villa qui est une très belle équipe, mais une équipe qui se fait piller au cours de ce mercato estival. Je vous montre les transferts, il n'y a pas encore Konsa, mais il y a déjà Morgan Rogers, il y a Tillmans, il y a Lucadine, c'était des titulaires indiscutables, donc franchement ça va faire extrêmement mal. Alors à quoi s'attendre du côté d'Arsenal pour Konsa? C'est un joueur que j'ai pas mal vu jouer et c'est un joueur que je trouve assez marrant à analyser parce que c'est un peu jour-nuit. Déjà les qualités, c'est un joueur que je trouve extrêmement sûr, c'est un taulier de la défense dans la fleur de l'âge, il est très calme, excellent dans ses interventions défensives, il est rarement sanctionné, rarement dans l'excès, rassurant c'est vraiment le terme parfait et en plus il est peu blessé donc il est vraiment fiable. Par contre, dans le jeu, il m'a jamais impressionné. C'est pas le joueur popcorn, c'est pas le joueur qui va te faire lever au stade, c'est pas le défenseur où il faut lui donner à son compte toute la construction du jeu de son équipe par l'arrière. Il est vraiment pas assez audacieux pour ça et je pense même qu'il a pas les qualités pour. Mais finalement, quand tu es conscient de ça, et évidemment Arsenal l'est, t'as quand même un mec qui est une très grande valeur sûre en charnière centrale. Cerise sur le gâteau, il a fait preuve d'une polyvalence au cours de sa carrière, il peut également évoluer à droite. Donc je pense que c'est plutôt une bonne pioche pour Arsenal, ça vient bien compléter l'effectif. Et ce sera tristement nécessaire, parce que je le redis, il va pas falloir compter sur Saliba de sitôt, et il y a souvent des sujets médicaux du côté des Gunners.
Qui se soucie réellement de Goretzka? J'en ai parlé à 4-5 reprises dans le journal TMF parce qu'il y avait des rumeurs mercato, sauf que désormais on est fin août et Goretzka il a toujours pas de club. Alors évidemment il finira par en trouver un, il a 31 ans, il est loin d'être fini pour le football et puis surtout il a joué du côté du Bayern Munich la saison passée. Alors il va pas manquer aux supporters bavarois, je vous le concède, mais à un moment tu grattes pas non plus totalement par hasard 2300 minutes de jeu au sein du champion allemand. Certes il y avait des conditions favorables qui lui donnaient du temps de jeu, mais il y a tout de même un joueur qui a un CV qui peut attirer certains prétendants. Si on regarde ses stats sur la saison passée, je les trouve assez trompeuses. Je vous explique pourquoi. Déjà, il apparaît comme un crack en termes de buts, mais c'est relativement simple au Bayern et il est comparé au milieu défensif. Or, il joue quand même assez haut. Il est dans une équipe très dominante, donc forcément, il est impliqué dans le jeu de passe. Reste qu'on a encore quelques qualités de percussion, mais bon, la forme elle est quand même loin d'être là, et de visu, quand tu as vraiment regardé les matchs de Goretzka au Bayern Munich, t'avais parfois l'impression que c'était le vilain petit canard de l'effectif et qui dénotait un petit peu. C'est peut-être pas pour rien que l'Allemagne ne lui propose pas un gros contrat supplémentaire. Au niveau des rumeurs, faut donc s'éloigner de l'Allemagne, on a parlé de la Juventus, et faut avouer qu'un joueur libre, ça pourrait correspondre à leur méthode de recrutement, mais il y a un salaire qui peut être demandé par Goretzka et qui risque d'être problématique du côté de la vieille dame. Toujours en Serie A, on annonçait le Milan comme extrêmement chaud à une époque. Désormais, ça semble s'être incroyablement refroidi. Et puis il y a eu des pistes évoquées du côté de la Major League Soccer, et je dois vous avouer que la MLS ou n'importe quel autre championnat exotique, ça me surprendrait pas plus que ça pour Goretzka, parce que c'est un joueur qui a quand même 31 ans. Ça veut pas dire qu'il est fini pour le football, mais ça veut dire que le contrat qu'il va signer maintenant sera probablement son dernier gros contrat, et on sait que pour mettre un petit peu de côté, c'est pas forcément un choix en Serie A qui va être le plus avantageux. Je suis pressé de voir ce que ça va donner, parce que ça me paraît impossible que Goretzka ne trouve pas de club au cours des prochains jours, mais en tout cas on l'annonçait à plein d'endroits au cours de la saison, et ça a traîné, et quelque chose me dit que c'est pas simplement pour faire monter les enchères devant une horde de prétendants, mais c'est plutôt parce qu'il n'a pas des offres à la hauteur de ce qu'il pouvait espérer au départ. Terminé pour le journal du jour, je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo cet après-midi, ça dépendra de mon emploi du temps. Vous avez vu peut-être hier la vidéo où je parlais de la spéculation dans le football. C'est pas une vidéo qui marche bien, pour être honnête, elle fait un démarrage catastrophique et c'est dommage parce que je suis plutôt content de cette vidéo. Alors j'ai des choses à redire dessus, mais je vais pas faire mon autocritique sur chaque vidéo parce que ce serait un petit peu long. J'ai toujours des critiques à faire sur mes vidéos, mais autant je vous avais quand même pas mal dézingué ma précédente vidéo sur l'augmentation des revenus des clubs, autant là je trouve qu'avec cette brique supplémentaire que j'ai ajoutée hier, j'ai mieux fait le taf. Donc voilà, je suis plutôt content de cette vidéo, c'est dommage qu'elle marche pas. Si vous l'avez pas vue, je vous invite quand même à la checker parce que j'en suis plutôt fier, une fois n'est pas coutume. Je vous donne probablement rendez-vous cet après-midi. À défaut, on se dit à la semaine prochaine, kiffez bien ce week-end footballistique parce que c'est bon, la machine des matchs est relancée. Allez, salut.